Hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture, version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Si quelqu'un devait incarner l'expression de travail d'orfèvre, c'est bien Camille Gras et ses gestes minutieux. Des intérieurs aux voitures, le designer Tristan Auer nous fait partager son regard affûté sur le monde. Prenez de la hauteur pour le repérage du jour. On vous emmène sur les toits de Paris, garantis sans vertige. Rien de ringard dans les créations d'Anaïs. Elle brode perles et fils de coton pour un résultat pétillant et délicat. Bon pour la tête, bon pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est point de vue. Le papier peint a longtemps eu la cote avant d'être relayé au statut de ringard. Loin de cette image surannée, Papermint Paris redonne ses lettres de noblesse au revêtement mural. On transforme en un clin d'œil sa chambre en jungle urbaine et le salon en version soft de Gatsby le Magnifique. Pour les moins téméraires, il y a même une version sticker. Nous n'irons pas jusqu'à dire que les cascades du Sautadé n'ont rien à envier à celles du Niagara, mais ce petit bijou naturel donne quand même bien envie de ressortir le bikini et la bouée canard. Creusé par l'eau, le calcaire prend la forme de nids de poules et grands chaudrons dont certains atteignent 10 mètres de profondeur. Inventeur légende du tennis français, mais surtout fondateur de la marque de polo estampillé d'un crocodile, René Lacoste s'est imposé aussi bien dans le sport que dans le monde du textile en révolutionnant le sportswear. À l'occasion des 85 ans de la marque, les éditions La Martinière retracent la vie de son fondateur, un ouvrage à croquer pour les fanas du croco. Pas la peine d'avoir 4 hectares de terrain pour pouvoir faire pousser radis et aromates. La box à planter l'a bien compris et vous envoie à chaque saison des graines qui se plairont aussi bien dans vos jardinières citadines que dans votre jardin. Plantez, arrosez, dégustez, chaque colis est accompagné d'un livret de conseils. À vos râteaux! Il manie le marteau, la lime, le chalumeau. Derrière ces lourds outils se cache surtout un savoir-faire, celui de l'orfèvre Camille Gras. Caché dans le 11e arrondissement de Paris, dans un ancien repère d'orfèvre, se cache l'atelier de Camille Gras, 34 ans, qui redonne un coup de jeunesse à cet artisanat en voie de disparition. Devenir orfèvre, Camille en rêve depuis ses 12 ans. Il se forme à l'école Boulle, puis part 4 ans en Italie, avant de créer son entreprise il y a bientôt 6 ans. Et c'est son amour pour le travail des différents métaux qui l'a guidé jusqu'ici. C'est la diversité justement de tout ce qu'on peut faire et réaliser, donc du petit au gros, à grosse pièce. Donc à chaque fois, en fait, c'est jamais pareil. Donc les journées sont jamais pareilles, puis on passe son temps à travailler debout, assis. Constamment en train de bouger. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est travailler le métal, ces métaux nobles, justement, pouvoir les mettre en forme, connaître ces techniques anciennes, etc. Des techniques ancestrales qui sont marquées par des gestes maîtrisés et adaptés aux multiples techniques de l'orfèvrerie. Enfin, l'orfèvrerie, on travaille surtout donc le laiton, le bronze, le cuivre et l'argent, en sachant ses contraintes, comment il va réagir, comment il va bouger. Après, ça, c'est des gestes qu'on apprend en étant apprenti. Parce que là, on est vraiment sur des méthodes très traditionnelles. En parlant de techniques ancestrales et en voie de disparition, l'atelier de Camille est le dernier du genre à Paris. Chaque couteau est fait un par un à la main et aligné. La machine, à chaque fois, elle n'est pas réglée une bonne fois pour toutes. Chaque manche est réajustée, réalignée avec la lame pour faire le montage. Mais monter un couteau, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous aussi vous avez toujours entendu dire qu'il ne fallait pas mettre les couteaux en argent au lave-vaisselle? Et est-ce que vous aussi vous avez bêtement écouté sans vraiment savoir pourquoi? Eh bien c'est tout simplement parce qu'à l'époque, les couteaux étaient assemblés à la cire et au contact de la chaleur du lave-vaisselle, la cire fond et le couteau se démanche. Et pour parer à cela, Camille réemmanche vos couteaux avec du plomb et du sable. Et là, les flemmards de la plonge pourront enfin mettre leur couteau au lave-vaisselle sans crainte. Dans son atelier, Camille restaure et répare des objets. Il débosselle, polit, lime, grave, soude, brase et fond. Et en plus de la maîtrise de toute cette gestuelle, il doit également connaître le langage du métal.
Et les différents tons de rouge nous indiquent à nous la température, la bonne température pour pouvoir souder, etc. On a toutes sortes de soudures et chaque soudure, justement, on doit savoir à quel moment, à quel rouge, on doit venir déposer le métal d'apport. Il faut vraiment pratiquer pour connaître par cœur. Et c'est à tel point qu'on va rajouter le métal d'apport, c'est à ne pas trop en mettre non plus. Parce que le problème, c'est la soudure, ça coule vite. Donc c'est vraiment doser, savoir bien doser justement pour qu'il y ait la quantité nécessaire sans qu'il y en ait partout. Et quand on est orfèvre, il faut avoir une bonne résistance à la douleur. C'est un métier quand même où il faut avoir une assez grande tolérance à la douleur. Il faut se brûler, se taper sur les doigts, se pincer, se couper. Vous avez dû remarquer que les moindres recoins de l'atelier sont meublés d'outils. Il y en a dans tous les sens et pourtant, ils ne s'achètent plus. Il faut les fabriquer soi-même ou les acheter à un orfèvre qui part à la retraite. J'avais un peu d'outillage parce que depuis très longtemps, je savais que j'allais me mettre un jour à mon compte, donc j'avais un peu cumulé, quoi, mais j'ai mis à peu près 2 ans pour vraiment avoir ce qu'il fallait, quoi. Ce métier demande rigueur et expérience et pourtant, les formations scolaires ne durent que 2 ans. Pour être orfèvre autonome, on dit qu'il faut à peu près 10 ans de formation, quoi, ou de pratique, pour en avoir vu justement assez, pour pouvoir se débrouiller tout seul, quoi. Donc 10 ans, autant dire que comme si on faisait médecine, quoi, c'est pareil. Donc c'est là le gros problème, c'est aussi pour ça qu'on est en voie de disparition, hein. C'est qu'on n'a pas la possibilité de former les gens correctement, quoi. Et Camille compte bien faire grandir son entreprise pour pouvoir former des apprentis et ainsi faire perdurer l'orfèvrerie parisienne. Architecte au style éclectique, Tristan Auer possède les clés d'un monde à part qu'il nous ouvre aujourd'hui pour notre plus grand bonheur. Son nom traverse les chemins du monde entier. Clients privés, boutiques, hôtels, palaces, Tristan Auer est architecte d'intérieur tout-terrain. C'est en toute intimité et discrétion, à son image vous nous direz, qu'il nous reçoit aujourd'hui. Cet ancien garage situé au pied de Montmartre, Tristan l'a transformé en véritable cocon familial. Quand je suis rentré ici, je me suis posé et j'aime me rendre peureux à ce qui se passe autour de moi. Et tout à coup, au bout d'1 heure, à regarder les vues, je me suis senti vraiment très très bien. Il y avait, on va dire, une bonne énergie, on y croit, on n'y croit pas, mais il y avait quelque chose qui était en accord avec moi, un bien-être, un vrai bien-être. Un architecte d'intérieur qui imagine son appartement, on pourrait croire que la tâche était simple. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête, d'envie, de références que l'on voit à droite, à gauche. Et la manière dont je l'ai réalisé, en plus, est assez atypique parce que généralement, tous mes projets sont vraiment organisés, dessinés, chiffrés, et avec un timing très précis. Ici, j'avais une page blanche, donc j'ai pris une entreprise en qui j'avais totale confiance, sans devis, sans plan. Et chaque jour, j'essayais de réinventer, de corriger légèrement le tir, vraiment comme une sculpture qui se construit au fur et à mesure. Son appartement, c'est un peu son laboratoire d'idées. Tristan Auer imagine, rêve, conçoit pour lui avant de proposer à ses clients. Tous ces objets témoignent finalement de sa vie professionnelle. C'est exactement mon CV, mais c'est mon CV de manière émotionnelle également, parce que toutes les histoires que j'ai eues avec mes clients, ce sont des belles histoires. Mon luxe aujourd'hui, c'est que je ne choisis pas mes projets, je choisis mes clients. Parce que c'est vraiment une relation intime, longue et intense, et je ne pourrais pas la réaliser, ni réaliser des intérieurs pour d'autres personnes, s'il n'y a pas cette relation-là. Avant de filer à l'agence, Tristan tient à nous montrer son garage. Il est un collectionneur de voitures et il a réussi à glisser sa passion dans son boulot. Une partie de mon métier, qui s'appelle le car tailoring, permet de refaire des intérieurs de voitures sur mesure. C'est une activité que j'ai lancée il y a 1 an et je suis bizarrement le seul au monde à faire ça en tant que décorateur.
Ça marche très très bien et ça permet surtout de faire, là aussi, pour moi, le luxe, c'est le sur-mesure, c'est-à-dire de faire des choses personnalisées, pas pour montrer aux autres ou de le faire de manière arrogante, mais pour juste recréer une harmonie qui est la sienne. Et la démarche pour refaire un intérieur de voiture est la même que pour un appartement. Principalement, on l'écoute. Pour quelle utilisation il va prendre sa voiture. Conduire, c'est une chose. Posséder, c'est pas très intéressant. Mais par contre, se dire qu'avec une voiture, on va aller rejoindre son amoureuse à l'autre bout du monde et que ce voyage va durer 4, 5, 6 jours, on se projette dans un plaisir à venir. Et l'idée de ces voitures-là, c'est pas de les revendre, c'est de les conserver, c'est de les transmettre. En 2002, Tristan crée son agence. Et depuis, il travaille toujours avec la même philosophie, être à l'écoute de ses clients et déchiffrer leurs besoins. On vient me chercher pas forcément pour un style, certainement une signature, une manière d'approcher un projet. Je me différencie en faisant du sur-mesure, c'est-à-dire en adaptant vraiment mon style, ma manière de travailler et le projet au sujet. Donc j'adapte tout, je fais un travail sur mesure, tel un tailleur. Pour faire du sur-mesure, Tristan s'entoure du meilleur du savoir-faire français. On a la chance d'avoir un patrimoine d'artisanat d'art vivant et dynamique sur lequel je puis totalement m'appuyer et faire mes créations. C'est-à-dire que je peux dessiner tout ce que je veux, je sais que j'aurai derrière des gens pour le réaliser avec passion et même pour aller au-delà. C'est vraiment des projets parfois à 4 mains avec les artisans. De Paris à Hong Kong, en passant par Dubaï, Tristan Hauer est un ambassadeur de l'élégance à la française. Bonjour Tristan. Bonjour. Vous êtes presque comme un tailleur, c'est vous qui l'avez dit dans une interview, qui fait des projets sur mesure, sauf que chez vous, ça prend une dimension tout à fait importante, mais l'écoute des clients doit être le même, j'imagine. Le plus important finalement, c'est l'écoute. C'est d'être pour eux à ce qu'ils vont me raconter, à ce qu'ils sont, pas forcément à ce qu'ils attendent, mais à ce qu'ils ont besoin réellement. Comment vous fonctionnez concrètement avec, par exemple, les artisans français que vous utilisez énormément? Alors les artisans, ce sont mon support pour réaliser le rêve d'un client que je dessine. Finalement, si on réfléchit, je peux dessiner tout ce que je veux. Mais après, il faut le réaliser. Après, il faut le réaliser. Il faut qu'il y ait des gens quand même qui soient derrière et qui mettent tout ça en scène. Je ne veux pas dire que je suis un VRP de l'artisanat français, quoique. Mais c'est juste égoïste. C'est que demain, s'ils disparaissent, je disparais aussi. Alors une autre de vos marques de fabrique, c'est que vous n'ayez absolument pas peur de mélanger l'histoire, le passé, avec la modernité. Et ça vous caractérise parce qu'on vous appelle notamment pour ce côté très culturel que vous avez. Oui, c'est vrai. Sur le dernier projet que j'ai fait, l'hôtel de Crillon, c'était le cas. Un hôtel historique, patrimonial, qui doit parler aux gens, parce que les clients qui vont là-bas s'attendent à entrer dans un palace parisien, donc il fallait jouer le palace parisien, c'est très agréable. Et tout au long de cet immense bâtiment, j'ai joué des gammes sur d'autres styles, d'autres périodes, jusqu'à arriver tout au fond, pour le coiffeur pour dames, sur un style très très moderne. C'est pas de l'éclectisme pour l'éclectisme, mais c'est plutôt pour raconter l'histoire familiale ou d'une personnalité. Quand vous parlez des hôtels, comment vous commencez un espèce d'énorme chantier comme ça? Il faut bien tirer sur la pelote. Alors le point de départ, déjà le fait que je fasse des endroits différents à chaque fois, c'est principalement basé sur le fait que je n'ai pas de mémoire. J'oublie ce que j'ai fait et puis ça m'intéresse vraiment peu. Donc je pars d'une feuille blanche et j'écoute le lieu. Alors quand c'est une personne, c'est facile de raconter quelque chose. Quand c'est un lieu, finalement, on va le hanter, on erre, on regarde les détails, on se documente. On écoute les clients qui y sont passés. Pour le crayon, j'ai écouté beaucoup d'anciens clients qui y sont allés avec leurs parents quand ils étaient petits, qui avaient une histoire à me raconter. Et il faut garder absolument cette âme. C'est-à-dire que chaque projet, on ne repart pas
de zéro, on n'anéantit pas tout ce qui s'est passé, ça serait vraiment dommage. Et puis de dire que tout ce qui a été fait avant était mauvais et qu'il n'y a que moi qui saurais quelle histoire faire pour demain, ça serait quand même un petit peu bizarre. Je ne me sentirais pas bien avec cette idée-là. Alors vous avez fait vos armes chez Starck et Liègre, Christian Liègre. Et qu'est-ce que vous retenez de ces deux... Ah bah c'était deux mentors. Deux grands mentors, oui. Oui. Un talent énorme, une personnalité forte. Très différente. Très différente. Une curiosité égale de l'un et de l'autre, d'aller chercher des choses qui sont assez profondes, sur deux registres totalement différents. Christian Liègre, c'est plutôt l'échelle millimétrique d'un meuble, d'un très beau détail, quelque chose qui se touche, qui se ressent, d'une sensualité. Et Philippe Starck, c'est plus de la scénographie, c'est quelque chose qui doit impressionner, qui est une scène finalement. Alors parlons justement de la sensualité, de tout ce qu'on peut toucher. Quand on habite à l'endroit, pour vous, c'est primordial. C'est primordial et j'ai eu une révélation il y a quelque temps en me disant que finalement on donne un peu trop à l'esthétique. Et au moment où je vous parle, je suis en train de toucher ce fauteuil qui est le fauteuil de ma grand-mère et je connais par cœur tous ces détails. Il y a ça aussi, il y a cette manière de toucher, Et puis de se mémorer des choses, des souvenirs. Ouais, tout à fait. Merci Tristan. Merci. Pas la peine d'être funambule pour admirer la capitale à plusieurs mètres du sol. Suivez le guide, on vous emmène sur les toits de Paris. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré et levé la tête en direction des toits de Paris. Dans le 15e arrondissement, au bord de la Seine, on est loin d'imaginer ce qu'il se trame sur le toit du prestigieux Institut culinaire du Cordon Bleu. Plus de 800 mètres carrés de potager se présentent fièrement devant nous. Fruits, légumes et aromates se sont fait une place de choix dans cette jungle urbaine pour le plus grand bonheur des étudiants de l'Institut. Pour tous les étudiants, c'est intéressant aussi de pouvoir découvrir à la fois des légumes et des végétaux qu'ils ne connaissent pas dans leur pays, et puis aussi de pouvoir faire des échanges. On essaye aussi de planter des végétaux un peu exotiques. On a par exemple de la citronnelle, du shiso, du basilic thaï, donc ça nous permet de pouvoir échanger avec eux et de pouvoir les réutiliser bien sûr lors des cours dans notre institut. Thym, persil plat, tomates cerises, sauge ananas, citronnelle ou encore framboises et courgettes. Quotidiennement, le chef Briffard et les autres chefs de l'Institut montent accompagnés de leurs élèves, alimenter le compost ou récolter ce dont ils ont besoin pour les cours de la journée, panier en main. Et c'est toujours l'occasion de récolter des conseils du chef pour une cuisine fraîche et de saison. Celui-là, juste avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sel, on peut les émincer très finement et on peut les manger à cru. Donc ça, sur une petite salade niçoise à cru, ça va être superbe. Une fois les paniers garnis, retour derrière les fourneaux pour apprendre à cuisiner le fruit de ces récoltes. Si vous aussi vous rêvez d'un petit coin de verdure pour vous évader du bitume, Peas & Love investit plusieurs toits de Paris pour y aménager des parcelles de potager louées par des particuliers. Grâce à un abonnement mensuel, vous devenez l'heureux propriétaire d'une parcelle et de graines qui sont choisies spécialement pour vous en fonction des saisons. Le tout est livré sécateur en main. Il ne vous reste plus qu'à planter et à récolter. Et si vous n'avez pas la main verte, pas de panique, la parcelle est entretenue pour vous. Gaspard et Anatole ne sont pas venus récolter leurs choux, mais nous avons croisé Virginie, venue faire sa cueillette. Hop, je récolte. Alors là, elle est petite, hein, il y en a des plus grosses, mais on la récolte et on la fait cuire et c'est chouette, on rajoute ça dans les salades. Et ce n'est pas tout. J'ai récolté un très beau chou que je vais faire avec des petits lardons. Tant qu'à développer sa main verte, pourquoi ne pas apprendre à récolter du miel? Si vous passez devant la rotonde de Stalingrad, levez la tête. Ces petites boîtes là-haut, ce sont des ruches. Et l'association Apiculture vous en apprend un peu plus sur les abeilles.
Au bout d'1h30 de masterclass où l'on révise ses cours de SVT, le petit insecte n'aura plus de secret pour vous. La théorie, c'est important, mais soyons honnêtes, ce qu'on attend avec impatience, c'est la pratique. Tenue de combat obligatoire. Chaque ruche contient 60 000 abeilles. Débute alors un jeu d'observation et d'apprentissage. Ça, c'est du pollen. Ah, tu vois là, j'en viens d'en voir une là. Là aussi, là sur la en haut. Tu vois? Ça veut dire que c'est du pollen qui rentre et ça veut dire que du coup, elle est plutôt en bonne santé cette ruche. Avant d'ouvrir la ruche, il faut toujours légèrement l'enfumer pour simuler un feu. Les abeilles se gavent alors de miel et repuent, elles se calment. Non loin du métro et du canal de Loire, on découvre cet écosystème avant de déguster le fruit de leur précieux travail. Voilà qui donne envie de lever la tête et de pousser les portes pour découvrir ce qu'il se cache sur les toits parisiens. Pommes, poires, perles colorées, oiseaux de paradis au bout du fil. Parisis donne vie à des drôles de formes à arborer sans modération. Il est un endroit un peu magique dans Paris où les salades de fruits sont faites de perles, où la jungle prend vie avec du fil et une aiguille. La créatrice de ce petit monde, c'est Anaïs, brodeuse des temps modernes. Depuis 3 ans, elle fabrique des broches au look espiègle et décalé. Étudiante en stylisme il y a quelques années, elle a découvert la broderie, un vrai coup de foudre. J'ai fait des années de stage et le problème dans ce milieu, c'est que voilà, c'est difficile de trouver un poste qui ne soit pas en stage par la suite. Du coup, je me suis dit pourquoi pas lancer ma marque. J'ai vraiment testé, j'ai montré à des amis, enfin mon entourage pour un peu avoir des avis et tous m'ont un peu poussée à continuer. En quelques modèles, la jeune femme rencontre un petit succès et peaufine son style. Tons pastels et acidulés, une note de poésie, un brin de naïveté, mais quand Anaïs cherche l'inspiration, elle ne lésine pas sur les références. Les jardins de Monet ou encore les grandes créations de Dior. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, qui me touche. Enfin, voilà, c'est vrai que quand on est dans la broderie, on a tout de suite un autre œil et on voit le travail que ça a pu prendre. Pas question pour autant de copier, Anaïs dessine elle-même chacun de ses motifs et bien souvent, ils semblent fraîchement glanés lors d'une promenade champêtre. Même des fois, voilà, je laisse sécher des fleurs voilà, pour un peu avoir une idée de la forme, voilà, comment je vais la travailler après au dessin. Pour la pratique, pas besoin de grands espaces. C'est dans sa chambre, atelier le jour, qu'elle confectionne ses broderies. Elle a peut-être l'air bien installée comme ça dans son fauteuil, mais elle a une sacrée mission. Donner une touche de fantaisie à cette activité un peu désuète, grâce à des accessoires indémodables. Ce que j'essaye d'apporter, c'est vraiment de la couleur. J'essaye d'utiliser à la fois du fil, des paillettes, des perles, des plumes, vraiment des choses assez gaies, qui me ressemblent et voilà, qui puissent aussi attirer l'œil. La recette, un petit bout de carton, découpé puis brodé, un point de colle sur la feutrine, une épingle et le tour est joué. L'univers d'Anaïs se déploie de fil en aiguille. Pour moi, c'est pas du tout quelque chose de démodé, pour moi c'est vraiment quelque chose dans l'air du temps. Tendance la broderie. Ces accessoires et techniques en tout cas ne sont pas tout jeunes. Quand Anaïs brode sur du tissu, c'est avec un tambour à l'ancienne. Un point au-dessus, un point en dessous. Si Anaïs a l'air plutôt détendue, elle n'en perd pas sa précision. En broderie, il faut être patient et rigoureux. De qualité que la jeune femme tient de sa grand-mère couturière. Elle a d'ailleurs donné son nom Parisis à sa marque, un hommage c'est sûr, mais mieux vaut être à la hauteur. Bon, déjà moi je pars déjà toujours sur un dessin parce que partir comme ça à l'aveugle, on ne sait pas trop où on va. Pour moi vraiment le plus important dans la broderie c'est que le devant bien sûr soit impeccable mais aussi l'arrière. Il n'y a pas de gros nœuds, ou voilà, faut que ça reste quand même, parce qu'après comme c'est au porté, donc vraiment que ce soit net. Et il n'y a pas que les broches dans la vie. Anaïs travaille depuis peu sur une collection de t-shirts, brodés évidemment. Un clin d'œil à ses débuts de styliste et une occasion de nouer des liens avec ses clientes en proposant des motifs personnalisés. Une broderie sur un vêtement, c'est vraiment encore plus personnel. J'ai eu certaines clientes qui m'ont demandé de leur broder de la lavande ou des épis de blé. De la bruyère aussi, j'ai eu aussi récemment. Donc après, moi je leur propose un dessin, le placement
Et après, la gamme de couleurs que je vais choisir et voilà, en fonction, des fois je suis assez libre, des fois voilà, j'ai des couleurs qu'on me demande. La jeune femme compte déjà quelques collaborations et ne compte pas s'arrêter là. Elle souhaite désormais multiplier les points de vente pour ses créations et puis, à terme, troquer le coin de sa chambre contre un atelier studio avec pourquoi pas d'autres artisans. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!